Cloud Event avec Cloud Run pour cette Cloud Run Week. Donc moi je suis Julien Enduré, je suis organisateur du GDG Cloud Nantes, je suis aussi GDE, Google Developer Expert sur la partie cloud de Google, et puis je suis CTO à Zenica. Bonjour tout le monde, moi c'est Eric Briand, c'est un peu comme Julien du coup, on se suit pas mal, donc GDE aussi CTO à Zenica, et moi du coup je suis organisateur avec Gaël qui est présente aussi, entre autres du meet-up CNCF à Nantes, et donc on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est CNCF. Alors, ce soir donc on va vous parler un peu de Cloud Event, et j'ai déjà cliqué 2 fois, voilà, c'est bon. Mais avant de parler en fait des Cloud Events, on voulait revenir un petit peu sur un peu notre historique un peu par rapport à ce sujet avec Julien, parce qu'en fait c'est pas la première fois qu'on parle un peu de ce sujet-là. En 2017, en fait, on avait fait un talk qui s'appelait Serverless Just a Buzzword. Donc à l'époque, en fait, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était un peu donner une définition à serverless, parce que voilà, ça commençait à être un peu partout, on voyait ce terme-là, mais c'était un peu compliqué d'avoir une définition. Et puis on a voulu un peu explorer qu'est-ce que ça voulait vraiment dire en termes de développeur expérience. Et on a vu qu'à l'époque, en fait, même si le concept, on trouvait que le concept était très intéressant, c'était quand même assez compliqué de s'y retrouver. Il n'y avait pas beaucoup d'aide, les frameworks étaient naissants, il n'y avait pas de normalisation. Enfin voilà, on avait quand même trouvé pas mal d'écueils en fait à ce pattern. Et donc du coup, depuis, il a pas mal évolué. Pareil, même si on en a parlé en 2017, ça n'a pas été créé il y a 2 ans. Hein, le serverless, c'est quelque chose finalement, ce principe-là, il remonte il y a pas mal de temps. Donc la Freeze, en fait, là, montre par exemple en 2006 Zimkey. Bon, personnellement, je ne connaissais pas Zimkey, hein, mais en gros, c'était un des précurseurs du principe du serverless. Donc on va redonner une définition juste derrière. Et donc ça montre que finalement, c'est pas quelque chose de tout nouveau. Bon, le problème après avec les précurseurs, hein, c'est quand ils arrivent trop tôt, généralement pour monétiser l'idée, c'est un peu compliqué. Donc malheureusement, depuis, Zimkey n'existe plus. Mais voilà, après, on voit qu'au fur et à mesure, tous les grands noms du cloud, enfin, s'y sont mis. Donc maintenant, IBM, GCP, Amazon, Azure, tout le monde s'y est mis maintenant à ce principe donc de serverless. Donc là maintenant, on en est à un stade où maintenant on en a partout. Et donc voilà, maintenant on va voir un peu comment ça évolue. Donc déjà, une définition du serverless. Donc depuis 2017, où nous on avait essayé de donner une définition, maintenant en fait il y a vraiment des vraies définitions à qu'est-ce que le serverless. Donc déjà, hein, le terme serverless est peut-être un peu trompeur. Bien sûr qu'il faut des serveurs pour faire des traitements, mais le principe du serverless, c'est de ne pas se soucier de la gestion des serveurs déjà. Aussi le fait que quand on va créer une application, on va pas envoyer une application, un énorme monolithe, on va envoyer ça sous forme de fonctions. Et l'idée derrière, après, c'est que ces fonctions vont être invoquées et potentiellement vont être mises à l'échelle et facturées seulement en fonction de la demande. Donc s'il y a 0 utilisateur, vous paierez $0. S'il y en a 10 000, on verra du coup en fonction de ça, ça vous coûtera plus ou moins cher. Mais ça sera vraiment en fonction de votre utilisation. Donc voilà, le serverless, c'est vraiment juste ça. Alors le serverless en 2021, du coup, ça commence à être un peu plus structuré, mais il y a des multitudes d'outils, des plateformes qu'on peut déployer chez soi, des plateformes de cloud provider non open source, des frameworks. On commence aussi à se soucier de la sécurité. Hein. Typiquement, pendant cette semaine, il y avait eu un talk dessus. Enfin voilà, vraiment maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus cadré, mais avec encore beaucoup de providers, beaucoup d'implémentations différentes. Et donc, un des écueils qu'on avait identifié en 2017, malheureusement, est encore là. Là, l'exemple, en fait, sur ce slide, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est l'événement qui déclenche une fonction. Et cet événement, en fait, c'est quoi? C'est juste l'écriture d'un fichier dans un bucket côté AWS ou côté bucket GCP. Donc, en fait, on est sur le même événement. Un fichier a été écrit, mais on voit que la structure n'a strictement rien à voir. Alors oui, on va retrouver le nom du bucket des 2 côtés, mais vous voyez que le chemin pour y accéder n'a strictement rien à voir. Et puis il y en a un qui s'appelle name, l'autre qui s'appelle bucket, enfin voilà. Là, on est vraiment encore une fois dans ce principe de, quand je vais faire une fonction pour réagir à cet événement, il va falloir une implémentation ultra particulière à mon provider. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'on se dit, je vais faire du code juste
pour Amazon ou juste pour GCP. Donc quand on voit ça en fait dans cette situation, on peut se dire pourquoi en fait pourtant je vois qu'il y a plein d'implémentations, ils font à peu près toutes la même chose, mais elles ont des champs différents, etc. Mais pourquoi on ferait pas une norme qui va essayer de réunir tout ça? Donc comme le petit strip que j'ai mis là, c'est peut-être une très bonne idée, mais le problème généralement quand on fait ça, c'est qu'on a encore une autre norme qui existe. Et donc c'est un peu ça aussi qui peut faire peur en fait de se dire on veut unifier tout ça, est-ce qu'on va réussir? Là, ce qu'on voulait montrer en fait avec le Cloud Events, c'est en fait la démarche pour réussir à vraiment essayer d'unifier tout ça et pourquoi on pense que ça va marcher et que ça va pas être juste un format en plus. En tout cas, c'est notre point de vue. On verra bien l'avenir de quoi il sera fait. Donc déjà, je voulais revenir en fait sur la Cloud Native Computing Foundation. Pourquoi je veux parler de cette fondation? Donc c'est une fondation qui réunit maintenant plus de 550 membres. Alors les membres de cette fondation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des entreprises, ça va être des entreprises, ça peut être des startups, mais ça peut être aussi des grands noms du web. On va avoir on va avoir du Alibaba, on va avoir du Amazon, du Google, etc. Enfin, on va avoir plein de choses différentes. Cette fondation, en fait, le but, c'est donc de promouvoir tout ce qui est cloud native, donc tous les principes, tous les projets. Oui, on aurait dû laisser parler Gaël, effectivement. On va parler un peu de tous les projets qui tournent autour du cloud, et voire même la Cloud Native Computing Foundation va héberger des projets. Et donc va héberger, actuellement, on a à peu près une centaine de projets, et donc pourquoi des projets seraient hébergés par une fondation? L'intérêt des projets hébergés par une fondation, c'est que du coup, le lead technique de ces projets sera fait de manière collégiale entre plusieurs entreprises, voire même des entreprises concurrentes. Donc l'intérêt de ça, en fait, de ces projets, c'est qu'ils vont avoir des évolutions qui vont répondre à une communauté et pas juste à une société. Donc ça, c'est quand même déjà un concept très intéressant. Cette fondation aussi, en plus d'héberger des projets, va vraiment étudier les problématiques liées au cloud. Et l'une des problématiques liées au cloud, comme on vient de montrer, c'est le serverless. Et donc, c'est l'une des problématiques parmi tant d'autres. Là, c'est juste pour vous montrer, c'est pas lisible, bien sûr, le slide, mais l'idée, en fait, c'est le landscape CNCF, c'est pour dire un peu tout ce que ça couvre comme projet. Donc là, je sais plus, il y a plus de 1000 projets. L'idée, en fait, c'est que c'est juste aussi pour avoir un état des lieux de ce qui existe. Et donc, on le voit pas, mais en fait, il y a un petit carré qui est vraiment dédié au serverless. Donc maintenant aussi, la fondation CNCF s'intéresse à la problématique du serverless. Donc ça fait même plusieurs années. Et donc le but de la fondation par rapport à ça, c'est un peu donc de faire un état des lieux du serverless et même d'aller plus loin que juste l'état des lieux, de commencer vraiment à définir le serverless. Donc la définition que je vous ai montrée tout à l'heure vient du white paper qui a été défini par ce comité. Et ce comité aussi a commencé à se pencher sur une des problématiques qu'on vient de voir. C'est aussi, on a une vision un peu maintenant de tout ce qui est fait dans le serverless, et on voit que les événements pour déclencher nos traitements, ils sont pas du tout tous au même niveau. Et on va essayer de maintenant, vu qu'on a une bonne état des lieux, et en plus ce workgroup, il y a plein du IBM, du Google, du Amazon, je ne me souviens plus la liste exacte, mais voilà, plein de sociétés différentes qui participent à ce groupe. Et donc l'intérêt, c'est qu'en fait, tout le monde va se mettre d'accord pour vraiment définir qu'est-ce qu'un événement dans le monde serverless. Et comme ça, on va essayer de définir un format standard, unique, pour réunir tout le monde. Donc c'est pour ça, en fait, que là, on n'est pas en train de définir un truc à côté, c'est vraiment tous les acteurs du marché sont en train de se mettre d'accord pour faire ça. Et donc, ils ont vraiment commencé à faire une spécification. Et donc, cette spécification s'appelle Cloud Events et qui est devenue du coup maintenant un projet à part entière dans la fondation CNCF. Donc, actuellement, il est en niveau incubation, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a 4 niveaux. Sandbox, incubation... Ça y est, j'ai introduit à TID, ouais, et après archivé. Et donc Cloud Events, maintenant, c'est un projet à part entière. Et donc, qu'est-ce que c'est le projet Cloud Events? En fait, c'est une spécification, dont Julien va revenir en détail derrière, mais aussi des implémentations, donc des clients dans différents langages pour pouvoir vraiment gérer les Cloud Events, mais aussi des mappings entre différents protocoles. Donc, vraiment pour dire, en gros, tout était défini pour pouvoir gérer les événements de manière unifiée.
Et donc maintenant, je vais laisser Julien vous détailler un peu plus cette spécification. Ton micro est fermé. Ouais, on est dans une tendance où voilà, on voit la notion de microservices, de conteneurs, on parle d'event-driven architecture quand on fait des choses dans le monde serverless, dans le sens où le serverless, il y a une notion de trigger, c'est-à-dire que ça se déclenche sur un événement. Et du coup, ce que définit un peu la Cloud Events, leur tagline, c'est de dire les événements sont partout et pourtant les publishers, donc ceux qui produisent les événements, ils le décrivent aujourd'hui, ces événements, de façon différente. Donc, comme l'a expliqué Eric, il y a un objectif aussi d'essayer de normaliser ça. Et on va voir ça, du coup, un petit peu plus en détail. Alors, la proposition de valeur, elle est vraiment à différents niveaux. Le premier truc, c'est d'avoir quelque chose, du coup, de normalisé, comme on l'a dit, à travers différentes plateformes, que ce soit du Azure, du Google Cloud, ou en tout cas, voilà, avoir un maximum de choses qui sont posées sur le papier. D'avoir les intégrations disponibles, du coup, sur ces services ou plateformes. Donc, par exemple, on le fera avec la démo tout à l'heure, mais on aura, du coup, un exemple avec, sur Google Cloud, quelque chose qui est au format Cloud Event. Donc, on voit que Google Cloud, mais IBM, Azure, etc., publient des événements avec ça. Donc, il y a toute une notion d'intégration disponible. Évidemment, l'idée aussi derrière, c'est de la portabilité. C'est-à-dire que nos Function as a Service, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire en sorte qu'elles soient compatibles sur Lambda, sur Cloud Function, etc. C'était d'ailleurs un de nos écueils quand on avait fait Serverless Just a Buzzword. C'était que finalement, c'était compliqué aussi d'avoir quelque chose qui est portable en termes de code source. Là, l'idée, du coup, c'est qu'avec un format qui est bien spécifié, on peut imaginer quelque chose qui soit portable. L'autre point qui est aussi assez important, c'est vraiment d'améliorer toute la phase de développement et de test. Aujourd'hui, c'est assez compliqué dans des archives serverless de bien tester. On est obligé d'avoir potentiellement l'environnement qui ressemble un peu à Google ou récupérer des exemples de fichiers qui sont propres un peu au format que Google nous envoie quand on fait nos code functions et qui sont triggers par des événements. Là, l'idée, c'est qu'avec une spécification, on peut en fait assez facilement se dire, mon événement en entrée, il sera comme ça sera ça les différents champs qu'il faut que je récupère. Donc, on peut quand même imaginer quelque chose de plus facile à tester. L'autre point aussi, c'est sur l'aspect sur la donnée des événements et son évolution. Là, l'idée, c'est d'avoir une spécification avec du coup une notation Semver, avec des évolutions, la possibilité, on va le voir juste derrière, de référencer le format et quelle est la spécification utilisée. Et en fait, l'idée justement, c'est qu'avec les cloud providers aujourd'hui, on ne sait pas trop si c'est bien tracé ça. Et il y a des cloud providers d'ailleurs qui ne le tracent pas du tout, la notion de version. Donc derrière, quand eux mettent à jour le format de données qu'ils vous envoient, il faut que vous mettiez à jour aussi vos applications. Donc ça, c'est pas toujours évident à suivre. L'idée aussi, c'est d'avoir une façon, alors il le présente aussi dans cet axe-là, niveau proposition de valeur, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée des webbooks, les webbooks, on peut les créer de n'importe quelle manière. C'est un peu un petit contrat entre deux développeurs. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose quand même qui est un minimum interopérable, qui se base sur la spec. Alors, même si le contenu, après, derrière, vous faites votre sauce, on a quand même un certain nombre, on va le voir derrière, d'éléments qui font que c'est assez normalisé. Et puis, dans ces événements normalisés, il y a normalement tout ce qu'il faut pour tracer l'événement, faire cette notion de correlation ID pour pouvoir tracer différents événements dans votre système d'information. Donc, il y a toute cette notion-là qui est proposée par la spécification. Ce qui est important de voir, c'est que par contre, il y a des choses qui ne sont pas du tout proposées. Par exemple, tout ce qui est mécanisme d'autorisation, l'intégrité de la donnée, tous des mécanismes de confidentialité, ils considèrent que ce n'est pas le job de la spécification de gérer ça, mais plutôt de définir vraiment un format qui permet aux éléments, aux publishers de publier vraiment de la même façon. Alors, en termes de metadata, j'ai mis un petit exemple à droite. On voit du coup que ce n'est pas forcément grand-chose. Là, c'est du coup, l'aspect en version 0.3, on voit qu'il y a 4 champs headers qui sont importants. Après, le payload, les moins. Donc, on voit qu'il y a la notion d'ID qui doit être unique, qui est importante. Donc, elle doit être unique pour un publisher donné. La source, ça doit être en gros le nom du publisher. Donc, ils ont changé un peu la notation d'ailleurs par rapport à ce qui est écrit. Là, en référence, ça serait sûrement un com.bigco.repo. Par exemple, si on faisait un webbook GitHub, ça serait com.github.votre-projet. Voilà, donc ça correspond au CE type. Et puis, il y a Aspect version qui permet en fait de gérer un petit peu cette notion-là d'un peu de versionning.
Après, on peut retrouver d'autres métadonnées. Et on va le voir après avec la démo. Ça peut être des notions de temps, donc au moment de l'événement, ou le temps où on a enregistré l'événement, tout ce qui est content type et content encoding, puisqu'on va voir qu'il y a différentes façons de transporter ce message, et la possibilité aussi de définir des extensions, voilà, mais des choses qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui peuvent être disponibles dans le format de la spécification. Alors en termes de transport, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont prévu en fait des transports sur vraiment différents formats, avec des choses compatibles, évidemment avec du HTTP, du Kafka, du NATS, AMQP, du MQTT et même du WebSocket aussi dernièrement dans la version de la spec 1.0.1. L'idée, c'est que les messages fassent 64 kilooctets maximum. Ils peuvent être, le payload peut être en binaire ou en texte selon qu'on utilise du JSON ou d'autres formats, d'autres protocoles comme Avro ou Protobuf, protocole buffer. Évidemment, comme vous l'aurez compris, les métadatas, elles servent surtout du coup à permettre le routage, à avoir des informations de logging, pour tracer des événements. Tout ça, du coup, on ne doit pas retrouver d'informations sensibles dans ces métadonnées qui permettent d'avoir le contexte. Par contre, après, tout ce qui est la donnée vraiment du payload, la donnée réelle, ils considèrent qu'elle devrait être encryptée. Okay. Et donc, vous voyez, du coup, par exemple, les Cloud Event Subprotocol avec du coup différents formats disponibles dans la spécification directement. Alors, les intégrations, on a parlé, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont donc dans la CNCF et il y a un certain nombre d'acteurs qui jouent le jeu côté Cloud Event. Donc là, ce soir, on va vous faire des démos avec Event Arc côté Google Cloud, on va en reparler juste derrière, mais on voit qu'il y a Alibaba, il y a Azure, il y a Oracle. Et j'ai noté aussi d'autres produits qui essayent en fait de publier des événements dans ce format-là, comme Debezium par exemple, qui permet en fait d'écouter par exemple une base de données et d'envoyer un certain nombre de logs, on va dire, sur les modifications de la base de données. Donc ces événements peuvent être publiés au format Cloud Event. Falco aussi, côté Kubernetes, d'ailleurs Eric avait fait un talk dessus, peut publier des événements dans ce format-là, OpenFaaS aussi, et Tekton aussi. Donc on voit que ça peut être des choses aussi qui permettent d'avoir un format un petit peu bien spécifié, standardisé, pour contrôler et partager des infos à différents niveaux. Alors, on va essayer de vous faire une petite démo. Hop, je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Évidemment, je me trompe de fenêtre. Je vais commencer par vous montrer, du coup, un Hello World Events que j'ai branché sur un trigger. Donc ça, on est dans Cloud Run ici, côté GCP. On va venir dessus en détail, ne vous inquiétez pas. Et là, on voit qu'il y a un événement qui s'appelle Quick Start Trigger, qui en fait écoute Cloud Storage et qui, du coup, quand il y a la création d'un objet, va du coup être invoqué. Donc on voit que moi, je l'ai invoqué normalement hier. Non, c'était 7 days, est-ce qu'on va le trouver? Voilà, on voit qu'il y a des petites invocations par-ci par-là mardi, un tout petit peu tout à l'heure. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer un fichier. Hop. Voilà, et puis on va utiliser GSUtil, qui est un outil Google Cloud pour publier directement dans un bucket. Donc ça va faire l'enregistrement. Donc je crée un gdgnand.txt à partir de mon gdgnand.txt. Hop, je publie l'événement. Voilà, donc là il est publié. Et puis du coup, ce qu'on va regarder, c'est juste les logs dans un premier temps de Cloud Run. Tac, tac, tac. Et là, du coup, il est quelle heure? Hop, on voit que du coup, il y a un objet qui est arrivé. Vous le voyez ici, Detected Change in Cloud Storage Bucket, qui s'appelle gdgnand.txt. OK. Donc là, c'était juste pour vous montrer une petite démo. Là, on utilise Cloud Event. Et d'ailleurs, vous pouvez voir plus ou moins que c'est vrai, puisque j'utilise ici, vous voyez, un format JSON ici logué, avec un CE spec version 1.0, CE source, ça vient de quelque part, CE time, CE recorded time, CE data schema, CE service name, donc ça vient de storage, comme j'avais dit. Et on voit le host, du coup, qui est bien mon application qui est ici et qui tourne. OK. Donc voilà, donc c'est juste pour montrer un peu l'idée.
de cette notion de Cloud Event, de ce qu'on peut faire. Donc là, c'est juste un premier exemple de dire, je sauvegarde un fichier dans le cloud, automatiquement, je peux être notifié quelque part avec un format Cloud Event. Et on va revenir dessus en détail, comment on a implémenté ça. Hop, je te laisse la main, Eric. Ouais. Donc un petit focus maintenant, donc un peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les briques qu'on utilise. Déjà, juste pour revenir, bon, c'est la Cloud Run Week, on va pas non plus trop revenir dessus, mais juste pour rappel, du coup, côté Google Cloud, quand on parle de serverless, alors est-ce que le slide veut bien changer? Ouais, voilà. Il était revenu en arrière, autant pour moi. Hop. Quand on parle de serverless, donc quand on parle de Google Cloud, on va parler donc, de 3 produits principaux. Cloud Functions, qui est vraiment donc, le Function as a Service, le FaaS de Google. Donc là, l'idée, c'est que vous mettez le code d'une fonction et ça sera invoqué avec un événement. App Engine, donc, est là plus pour mettre une application et c'est déclenché généralement par des requêtes HTTP. Et Cloud Run, comme vient de montrer Julien, peut être aussi déclenché avec des événements, mais aussi du HTTP. Donc tous les 3, en fait, ils existent bien avant Cloud Events, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que on avait un ensemble d'événements déjà possibles, mais cette liste était déjà, elle était fixe. Et donc, si on n'avait pas l'événement qui nous intéressait, tout simplement, on ne pouvait pas implémenter une réaction à cet événement. Et donc ça, c'était une limite, effectivement, du modèle un peu propriétaire, le fait de dire, on est limité que ce que décide Google. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ont commencé à travailler sur un produit qui est maintenant, du coup, qui est GA, donc qui est disponible pour tout le monde. Donc, Event Arc. L'idée d'Event Arc, en fait, ça va être vraiment donc, de proposer une expérience unifiée, comme c'est marqué. L'idée, c'est en fait on va pouvoir avoir des événements déjà prévus par Google, mais pas que. On va pouvoir avoir des événements aussi côté donc, audit log, donc tout ce qui se passe dans le cloud, mais aussi, on peut carrément rajouter ses propres types d'événements. Et donc, il suffit qu'il soit aussi du côté typé Cloud Events, et du coup, on aura vraiment la même chose, que ce soit des événements côté Google ou des événements autres. Et donc, ça va être Event Arc va être vraiment notre agrégateur de tous ces événements, et on pourra s'abonner après à Event Arc. Alors, comment ça marche derrière? En fait, comme l'a dit Eric, il y a un élément qui s'appelle Cloud Audit Logs sur Google Cloud qui permet en fait d'avoir des logs sur à peu près toutes les commandes ou tout ce qui se passe sur Google Cloud. La création d'un objet, le fait de lister la liste, je sais pas moi, des topics PubSub, d'avoir, on peut faire vraiment pour ajouter un utilisateur, etc. Tout ça en fait, c'est tracé dans les audit logs et en fait ils sont basés dessus pour essayer d'ouvrir un maximum sur les sources disponibles. Donc en faisant ça, en fait, ils sont ouverts à beaucoup de sources. Et évidemment, il y a un élément aussi qui permet de gérer, c'est de s'ouvrir évidemment à des appels PubSub, qui est, on va dire, le système de messaging côté Google Cloud. Et évidemment, c'est compatible avec Event Arc. D'ailleurs, Event Arc, sous le capot, utilise PubSub pour les délivrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de créer de topics dédiés, d'avoir l'enregistrement à tout. Vous allez plutôt créer vraiment une notion de trigger. Je me lie à quelque chose en particulier et derrière, il va faire toute la tambouille pour gérer justement cette notion de déploiement et d'événements délivrés dans PubSub. Donc ça, c'est vraiment l'élément intéressant. Et comme l'a dit Eric, du coup, il y a l'idée aussi de pouvoir publier dans Event Arc aussi des événements. Donc on peut imaginer, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir des systèmes de webhook aussi qui passent par Event Arc par rapport à tout ça. Donc ça, c'est très lié aux sources. Donc ce qui est pas mal, c'est que du coup, de base, côté Google Cloud, on se retrouve avec 60 sources directement disponibles. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils ajoutent un nouveau produit, il sera obligatoirement disponible avec Audit Log. Donc, on pourra potentiellement avoir aussi ce qu'il faut en Cloud Events pour pouvoir détecter des changements sur notre infra, dans notre système Google Cloud. Et ça, c'est vraiment la force du truc, puisque aujourd'hui, comme l'a dit Eric, les triggers, par exemple, sur des Cloud Functions, sur des Firebase Functions, ce genre de choses, on a quand même un ensemble assez limitant quand on doit être entre 10 et 15 triggers. Là, du coup, on a vraiment plein de sources disponibles.
Et donc, ça permet vraiment de vraiment augmenter le champ des possibles. Après, sur la partie consumer, donc sur les event things, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont implémenté dans le produit serverless qui a un petit peu le vent en poupe côté Google, qu'ils ont privilégié dans un premier temps, qui est Cloud Run, du coup, par rapport à tout ça. Puis on pourra revenir aussi un peu dessus, parce que c'est aussi lié, du coup, à l'implémentation qu'ils ont fait avec Knative. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu aussi l'intérêt vu d'un des développeurs advocates qui a pas mal bossé dessus, qui est Mete Atamel, qui est beaucoup sur les aspects serverless. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir EventArc qui permet d'avoir une façon de recevoir les events qui soit simple, et on n'a pas besoin vraiment de penser à l'infrastructure en dessous. Donc, comme je l'ai dit, le fait que ça soit du PubSub, qui est du coup que ça scale, etc. Donc là, on est vraiment aussi dans une démarche toujours serverless, dans le sens où c'est un service managé. On n'a pas de cluster à popper, on dit juste un petit peu les liens qu'on veut tisser entre nos événements. Et automatiquement, Google Cloud fera du coup le routage de nos événements par rapport à tout ça. Donc leur vision à long terme, c'est d'avoir du coup, comme on l'a dit, des sources côté Google Cloud, d'avoir des custom sources et aussi potentiellement d'ouvrir à des third-party sources, comme par exemple des événements qui viendraient de GitHub régulièrement, voilà, ce genre de choses. Et puis l'idée en Sync, c'est d'avoir vraiment tous les différents objets compute disponibles côté Google Cloud qui soient compatibles avec EventArc et évidemment potentiellement ouvrir d'autres éléments. Il y a toujours l'idée aussi dans une démarche multi-cloud de potentiellement avoir, on pourrait imaginer une Azure Function qui permet de recevoir un Cloud Event qui vient d'EventArc côté Google en custom sync. Donc ça, c'est vraiment une vision à long terme pour essayer vraiment de rendre les choses un peu interopérables par rapport à tout ça. Hop, on va faire une deuxième démo où là, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait. Je regarde si tout marche. Alors, juste pour reprendre un peu l'idée, ici, on se retrouve avec un petit bout de code, un app.js. Donc, en fait, c'est du Express. Ce qui va se passer, mon Cloud Run, c'est que je vais écouter sur Slash et puis Google Cloud, quand il y a un événement, il va me poster sur mon appli ce qu'il faut. Et on voit en fait ici que je vais regarder un certain nombre de choses pour détecter les événements. Donc, pour montrer que je triche pas, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'emoji utilisé. Hop, on va mettre des petits cœurs partout, parce que c'est classe, des petits cœurs. Et puis, on va republier notre élément Cloud Run. Hop. Évidemment, c'est loin. Donc, on va créer une version 3. Donc là, je lance un build avec Google Cloud Build pour mettre à jour mon conteneur pour Cloud Run. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la Cloud Run Week, Cloud Run, ça se base sur des conteneurs Docker. Donc, on publie une image Docker qu'on construit là, du coup, avec Google Cloud Build. Elle va être disponible et après, on va la publier sur notre instance Cloud Run. Et sur cette instance Cloud Run, pendant que ça build, je vais juste montrer que c'est bien celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc là, dans les révisions, pour le moment, on est sur la révision 10, OK. Et on a toujours notre trigger, du coup, qui est disponible, qui s'appelle Event Quick Start Trigger, qu'on avait tout à l'heure, avec le fait de déposer un fichier. Hop. Tac. Je vais publier maintenant cette version 3. OK, et donc là, on voit que Cloud Run va déployer la nouvelle révision. Donc, on va avoir une révision 11 qui va apparaître dans l'interface. Évidemment, ça n'a pas marché. Ah oui, tout à l'heure, j'ai fait des sauvegardes n'importe comment. Je suis désolé. Hop. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on est sur un élément express. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec Cloud Events, on a aussi un certain nombre de SDK disponibles dans différents langages, du Go, du Java, du Node.js. Donc, ils ont préparé un certain nombre de packages disponibles. Là, j'ai fait vraiment très, très simple, c'est-à-dire que je récupère les headers vraiment directement à la mano dans Express, alors que je pourrais utiliser du coup un des SDK pour enrober un petit peu tout ça. Hop.
Donc là, on croise les doigts. Le dieu de la démo doit être avec moi. Et non, c'est toujours une erreur. Ok, bon, c'est pas très grave. J'ai toujours mon S. J'ai pas sauvegardé. Je sais pas ce que je fais. Bon, bref. C'est pas grave, on va continuer du coup avec les petites étoiles. C'est pas bien grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu les éléments que j'ai du coup détectés. Ok, donc vous voyez que normalement je dois avoir des choses. Il veut pas le dieu. Si. Mais là, du coup, j'en récupère trop, là, ça va être illisible. Mais donc, bref, on voit normalement que j'avais un texte.txt au tout début, mais là, j'en ai beaucoup trop des éléments. Je vais mettre quand même une limite. De toute façon, on va republier un fichier, puis on va regarder ce que ça donne. Hop. On aura juste les derniers, c'est pas grave. Donc là, tout à l'heure, on a fait un premier élément qui était random. Donc là, c'est pareil, je vais afficher un nouveau truc dans un random 5.txt, et puis je vais le republier. D'ailleurs, on va l'appeler GDG92, ce sera plus joli. Ok, donc là, il l'a republié. Et si je regarde du coup les éléments des lower events, là, voilà, normalement, on a le fait que j'ai, je ne sais pas où on voit bien, le body. Voilà, on a le cluster edge bucket et on voit que c'est bien GDG92 ici qui a été utilisé. Ok, donc vous voyez le body un petit peu qui est du coup un payload qui est en protobuf. Ok, et vous voyez en fait les différents headers qui sont disponibles. Donc ça en fait aujourd'hui c'est pas super intéressant puisque dans Cloud Run on peut déjà en fait écouter un certain nombre de choses qui se passent sur Cluster Edge. Donc c'est pas super intéressant en soi. C'est quelque chose en fait qui existe pas mal dans les docs, qui est relativement disponible. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous montre en fait ici dans le IAM et admin la liste en fait des choses qui sont auditables. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de choses, que ce soit du APG, du Cloud Build, du billing, du composer, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'API. Et vous voyez ici en fait que j'ai activé aussi le fait d'avoir en audité ce qui se passe sur l'API Event Arc. Ok. Donc ça veut dire ici, hop, si je clique ici, qu'on a les différents audits qui sont faits quand il y a de la donnée lue ou écrite sur Event Arc. Ce que j'ai fait à côté de ça, c'est que j'ai créé un autre trigger sur ce même endpoint Cloud Run. Un trigger, du coup, bon, j'ai pas donné de nom spécifique, mais qui est dans l'idée de se dire, c'est une source Event Arc, et à chaque fois que je liste les triggers Event Arc, il va me publier une info. OK. Donc, du coup, vous voyez où c'est que je vais en venir. C'est qu'ici, je vais faire un gcloud Event Arc Trigger List. OK. Donc là, il va m'afficher l'ensemble des triggers qui sont activés sur mon projet. Donc vous voyez d'ailleurs que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve ici aussi, et que si on avait différents services, différentes destinations, on les verrait aussi. Et donc là, c'est actif. Donc là, j'ai fait l'appel au trigger. Donc normalement, si je redemande qu'est-ce qu'il a détecté en termes d'événements sur mon Cloud Run, et ben, j'aurais eu la publication d'un événement de type Cloud Event Arc API. Donc vous voyez ici, on a un nouveau header qui n'est pas du tout le même sujet qu'on avait tout à l'heure. Ici, c'était un sujet storage. Maintenant, là, j'ai un sujet Event Arc. OK. Et voilà, donc vous voyez un petit peu ce qui se passe. On voit que le service name n'est pas le même. Et que vous voyez ici, en fait, la source, bah, du coup, c'est un Cloud Audit, le fait d'avoir eu le list. Vous voyez, comme ça, en fait, on peut imaginer enrober vraiment son application avec pas mal de choses disponibles dans AuditLog. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois créer ces triggers, évidemment, dans gcloud, mais on peut aussi imaginer trigger ici directement à la console. Ce qui est intéressant en termes d'événements, c'est que là, on peut filtrer. Et donc, par exemple, si je prends APG tout à l'heure, on l'a vu dans la liste, voilà, je sais pas du tout, hein, j'ai pas d'APG sur le projet, mais on peut imaginer un get stat. On imagine quelqu'un qui va récupérer des stats d'APG. Je clique dessus, ok, et là, il me le dit directement à l'interface que Cloud Audit Log n'est pas activé pour APG, et du coup, j'ai un bouton directement proposé pour lancer du coup le fait que ça soit
loguer dans les logs d'audit pour qu'après EventArc puisse le publier. Ce qui est intéressant aussi en termes d'événements, on voit que ça peut servir en fait à différentes notions. Donc, est-ce que je veux les événements que d'une région, de toutes les régions, le service account qui est utilisé, et aussi du coup différentes ressources qui peuvent être du coup filtrées pour pas recevoir tous les événements. Ok. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a de disponible assez facilement sur Google Cloud aujourd'hui avec EventArc. Hop. Voilà pour la petite démo. Alors, en conclusion, notre point de vue, c'est que c'est un standard qui est open source, donc ça, c'est déjà quand même un gros plus. Après, c'est assez nouveau, donc voilà, comme tout ce qui est nouveau, souvent, comme l'a dit Eric tout à l'heure avec le strip, encore quelque chose de nouveau qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un projet de la CNCF du coup qui correspond du coup à leur niveau. Donc ça assure une certaine santé sur le projet, comme quoi ça a été bien fait. C'est pas uniquement porté par exemple par une seule société. Donc tous ces aspects-là sont quand même super intéressants pour la spécification. La spécification, c'est un format, des protocoles comme vous l'avez vu en termes de transport. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a aussi tout un ensemble, comme on l'a dit, d'SDK, d'intégration disponibles. Ce qui est intéressant aussi sur cet aspect-là de Cloud Event, c'est que c'est une bonne idée de redéfinir un peu toute cette notion de connecteur et puis vraiment de différencier la notion de source et sync. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à des choses qu'on voit aujourd'hui pas mal dans des archis autour de Kafka ou autres. On a vraiment les connecteurs source, les connecteurs sync. Donc là, l'idée, c'est vraiment peut-être aussi de spécifier un peu tout ça. Donc dans un monde où on est de plus en plus serverless, puisque du coup, serverless, c'est vraiment ce qui est le secteur le plus grandissant aujourd'hui sur les secteurs des cloud providers. L'autre point intéressant, c'est que c'est interopérable. Ce qu'on a fait là sur Cloud Run, c'est supporté par Knative avec le sous-module Eventing. Comme on l'avait plus ou moins dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est aussi en termes de dev expérience, on peut imaginer faire des tests puisqu'on a des formats de messages qui sont prédictibles. En point de vue sécurité, on l'a vu, on peut préciser du coup le compte de service qui est utilisé. Bon, ça, c'est un peu si on reste au sein d'un même cloud provider, on va dire que c'est relativement bien sécurisé. Après, il y a toujours la question si c'est des choses qui sont un peu custom, comment on fait correctement ça. L'idée toujours dans cette démarche-là, c'est toujours une démarche un peu quand même microservice, c'est de découpler un peu les applications et du coup de découpler aussi l'infra, la config vraiment des événements. Et dernier point qui est intéressant aussi, je l'ai montré avec le liste des triggers, c'est qu'on a vraiment un ensemble de choses qu'on peut découvrir. Donc on peut découvrir un peu les différentes sources disponibles, que ça soit codé audit log ou lister aussi les différents bindings qui ont été faits, qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident à avoir naturellement quand on fait du serverless. Je te laisse finir, Eric. Ouais. Du coup, voilà, l'intérêt en fait, donc la suite, c'est donc effectivement d'avoir des événements sur un peu tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'être seulement dans la liste qui est supportée par le cloud provider. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment super. Donc quand ça va être, voilà, qu'on va avoir ça partout, on va pouvoir vraiment réagir à n'importe quel événement. Le petit truc, par contre, qui fait peur ou on se pose des questions, c'est on n'a pas cité Amazon une seule fois quand on parlait de Cloud Events. Parce qu'actuellement, en fait, côté AWS, il n'y a pas de support des Cloud Events. Donc l'équivalent un peu d'EventArc côté AWS, c'est EventBridge. Et EventBridge, du coup, a son propre format. Et ils ont aussi les Cloud Watch Events qui ressemblent un petit peu effectivement à ce qu'on voit au niveau Cloud Events. Alors pour la faire, on a un peu cherché voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme info là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement AWS était présent en fait pour la construction de la spec Cloud Events, mais leur planning, en fait, ils voulaient sortir EventBridge avant que la spec soit finie. Donc il semblerait que pour l'instant, voilà, eux, ils sont concentrés sur leur format à eux. Et là, c'est l'interrogation. Là, on ne sait pas. On ne sait pas si un jour AWS supportera les Cloud Events. Mais par contre, voilà, côté Google Cloud, Azure, Alibaba, c'est déjà supporté. Donc, on verra bien de quoi l'avenir est fait. Comme a dit Julien, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir utiliser ces Cloud Events finalement un peu partout. On n'est pas obligé de s'en servir que dans un cloud provider. Avec du Kafka, de la MQP, même avec les webhooks, on pourrait avoir ce formalisme un peu partout. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant, encore une fois, de
de vraiment dire, bah voilà, maintenant, quel que soit l'événement, bah, quel que soit le transport de l'événement, bah, qu'on ait un peu toujours le même formalisme. Et encore une fois, ça permet vraiment de simplifier la vie des développeurs, des librairies, etc. Par contre, effectivement, avoir l'un des principes aussi du CNCF, c'est un working group, s'il n'est plus actif, bah, il va être dissous. Et donc là, il semblerait qu'effectivement, le working group côté serverless a finalement fait son travail et bah, va peut-être arrêter, enfin tout du moins beaucoup moins travailler là-dessus. Donc on va voir quand est-ce que les prochaines évolutions de la spec vont arriver. Typiquement la 1.0, donc elle était arrivée en 2019 et on a eu la 1.01, la toute dernière version, elle était donc décembre 2020. Donc c'était quand même relativement récent encore. Donc à voir pour la suite. Et donc aussi, bah voilà, par contre, le working group, donc serverless, c'est pas juste Cloud Events. Là, l'idée, c'est maintenant ils sont en train de se concentrer sur des systèmes de plus haut niveau, et donc vraiment maintenant parler de workflow. Et donc c'est pareil, encore une fois, bah, c'est un concept qui va être vraiment intéressant, voir comment on va pouvoir normaliser tout ça. Donc c'est encore prendre plus de la hauteur par rapport à tout ça. Tout à fait. Comme l'a dit Eric, ce qui peut être intéressant avec Workflow, c'est que du coup, les différents liens qu'on tisse, alors déjà maintenant avec EventArc ou autre, on peut tous les lister assez facilement, donc on peut les retrouver. Et l'idée là, avec ce genre de spécification, c'est de pouvoir vraiment indiquer l'enchaînement de ces événements-là d'une brique à une autre directement. Ah. Désolé, j'ai repris la main. C'est pas grave. Ben voilà, on a fini notre petit talk. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a montré, la démo. Je regarde vite fait le Q&A s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. N'hésitez pas dans le chat ou autre si vous avez des questions. Nous sommes disponibles. Et merci encore au GDG Cloud Abidjan pour la co-animation de la Cloud Run Week. Et du coup, comme on vous a vu dans tous les slides, on a mis des liens vers un peu toutes les références qu'on a utilisées. Donc, on publiera aussi les slides avec tous ces liens. Donc, vous pourrez regarder. Voilà. De toute façon, on s'est surtout appuyé sur des choses open source. Donc, on vous donnera tout ça après. Il y a une question. En termes de sécurité, EventArc est sécurisé autant que Cloud Run, peut-être? Je ne sais pas trop la question. Comme je l'ai dit, en gros, l'idée, là, côté Google, quand c'est des Google Cloud Source, en gros, tout passe par les audit logs. Donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est directement de la tambouille de Google. C'est-à-dire que quand j'ai fait tout à l'heure le liste des triggers, côté audit log, il détecte ça. Il publie ça avec EventArc sur un PubSub en masqué et il me publie ça sur mon application, en utilisant un compte de service bien spécifique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, d'un point de vue utilisateur, j'ai pas dit grand-chose. J'ai juste dit, j'autorise mon appli à être appelé avec tel compte de service et puis ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est intéressant. La question de la sécurité, elle va se poser plus après derrière si on veut utiliser des sources qui sont custom, qui sont spécialisées, personnalisées. Donc là, la question, elle se pose de comment bien faire ça. Après, la sécurité pour ce genre d'événement, ça va être la même chose qu'aujourd'hui, on peut faire avec des webhooks, en utilisant par exemple des tokens JWT, ce genre de choses, si c'est ouvert à l'extérieur et qu'on veut rendre des choses interopérables. Mais EventArc ne définit pas forcément, comme on l'a dit, les mécanismes d'autorisation directement dans la spec. Donc, c'est plus via le protocole, que ce soit HTTP ou d'autres protocoles qui existent et qui implémentent aussi souvent ces notions d'autorisation qu'il faut regarder pour la sécurité. Donc, en gros, la réponse, c'est tant que c'est dans Google Cloud, je dirais, il n'y a pas trop de soucis parce que les événements, de toute façon, ne vont pas sortir. Dès qu'on utilise des choses externes et on sort de Google Cloud, faut faire attention et le sécuriser comme il faut avec la façon de transporter le message. Alors aussi, comme élément de réponse aussi, c'est comme disait Julien, dans l'aspect, c'est bien précisé que dans les headers, il ne doit pas avoir des informations vraiment critiques dedans. C'est vraiment pour du routage. Les informations vraiment essentielles qui doivent être sécurisées vont vraiment être dans le body. Et là, rien n'empêche après de faire du chiffrement, même, voilà, comme dit Julien, soit on fait du HTTPS, mais même si on est sur du MQTT en clair, on peut très bien chiffrer le body. Et donc, en gros, l'information essentielle, là, on peut vraiment la chiffrer et avoir la clé que côté client qui, lui, a le droit de lire la réponse.
Donc, ces mécanismes-là restent valables, en tout cas, avec Cloud Events. Tout à fait. De rien. OK. Du Cloud Event on-premise. Alors avec Cloud Events, hein, donc c'est vraiment une spec, il y a des implémentations, les implémentations de clients, mais aussi par exemple Knative, donc qui est un framework qu'on va installer sur du Kubernetes, est déjà compatible Cloud Events. En fait, c'est déjà du formalisme qu'il utilise. Donc déjà, en fait, tu peux installer un Kubernetes on-premise, prendre Knative, et du coup, en fait, tu as déjà toute la tuyauterie, en tout cas, pour pouvoir gérer des Cloud Events. Donc ça, c'est possible. Après, EventArc en lui-même, bah là, c'est une implémentation côté Google qui est du coup pas open source. Mais voilà, après, l'idée d'EventArc, ça va être plutôt rendre très simple l'utilisation, la centralisation des messages, l'abonnement à certains types d'événements. Ça va être plutôt ces mécanismes-là. Donc, c'est des choses qu'on peut imaginer refaire chez soi. Bon, c'est plus l'ampleur de Google qui fait que EventArc est pertinent, mais en local, on peut imaginer des petits routeurs de messages pas trop compliqués à faire, je pense. Oui, on peut imaginer du Kafka ou même utiliser par exemple OpenFaaS aussi, qui a été présenté aussi, qui a son intégration aussi Cloud Events. Donc on peut imaginer utiliser quelque chose comme OpenFaaS aussi pour utiliser un certain nombre de choses. EventArc aujourd'hui, c'est uniquement avec Cloud Run. Ils l'ont implémenté en premier avec Cloud Run parce que c'était plus facile pour eux avec Knative et que Cloud Run, c'est un des produits phares en ce moment côté Google Cloud, mais ils ont prévu aussi de l'implémenter du coup pour les Cloud Functions en deuxième et sûrement après pour les autres services compute, on va dire, pour pouvoir recevoir un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, c'est juste avec Cloud Run, effectivement, Gaël. Ok. Sur ce, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être resté pour ce talk. Et puis, de toute façon, le GDG tweetera la vidéo qui sera présente sur YouTube prochainement, ainsi que les slides qui vous seront qui seront disponibles aussi sur la description YouTube et sur un tweet. Bonne soirée tout le monde. Merci Julien. Bonne soirée, merci tout le monde. Au revoir.